Pour Zoé Bernard, l'intégrité n'était pas un concept abstrait discuté en cours de philosophie. C'était la seule monnaie qui lui restait. Par un samedi soir chaotique à la Cuillère Dorée, au milieu du cliquetis de l'argenterie et des fantômes des factures impayées, elle était sur le point de découvrir sa véritable valeur. Une simple demande pour un verre de Bordeaux allait devenir le point d'ignition de sa vie, un moment qui la mettrait en opposition avec un homme qui pouvait la ruiner et la placerait dans le viseur d'un autre qui pourrait la sauver. Elle ne le savait pas encore, mais son refus de verser un unique verre de vin était sur le point de déclencher une réaction en chaîne qui ferait voler son monde en éclats avant de le reconstruire en quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Voici l'histoire de comment une décision, un moment de défiance tranquille, a tout changé. La Cuillère Dorée était un paradoxe. Elle visait la haute gastronomie avec ses nappes blanches amidonnées et son argenterie lourde, mais elle existait dans un état perpétuel d'anxiété pressée, alimentée par une cuisine toujours en sous-effectif et une clientèle qui exigeait la perfection sans vouloir en payer le prix. Pour Zoé Bernard, c'était à la fois une bouée de sauvetage et un poids de plomb. Chaque service était un ballet frénétique où il fallait équilibrer des plateaux, mémoriser des commandes complexes et forcer un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Ce soir-là était pire que d'habitude. Le froid humide d'une fin de soirée d'automne avait poussé l'élite de la ville à l'intérieur, et la Cuillère Dorée était leur refuge de prédilection. L'air, épais de l'odeur de coquilles Saint-Jacques poêlées et de parfums coûteux, bourdonnait d'une attention qui reflétait la tempête qui se préparait dans le cœur de Zoé. Son téléphone avait vibré dans la poche de son tablier 1 heure plus tôt. Un SMS de sa jeune sœur, Pénélope. La toux de maman a empiré. Le médecin a parlé d'un nouveau nébuliseur, mais le reste à charge est de 300 €. Je ne sais pas quoi faire. 300 €. Pour les gens qui dînaient ici ce soir, c'était le coût de quelques bouteilles de vin. Pour Zoé, c'était une montagne. Sa mère, Brigitte, luttait contre une maladie respiratoire qui s'accrochait à ses poumons comme le smog de la ville. Et chaque euro que Zoé gagnait était une bouffée d'air pour elle. Les pourboires de ce soir n'étaient pas seulement pour le loyer ou les courses. Ils étaient pour les médicaments, pour les restes à charge, pour le fragile espoir que sa mère puisse voir un autre printemps. Elle se déplaçait dans le restaurant avec une efficacité bien rodée, son esprit un tourbillon de calculs. La table 7 avait besoin de son addition. La table 4 voulait plus de pain. La table 9, un homme solitaire et silencieux dans un simple costume gris, sirotait le même verre d'eau depuis plus d'1 heure, observant la salle avec une immobilité déconcertante. Zoé l'avait d'abord pris pour un écrivain ou un voyageur solitaire, mais ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient voir au-delà du chaos de surface. Il semblait voir les fissures dans le vernis, le désespoir derrière les sourires. Il la mettait vaguement mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas dire pourquoi. Sa concentration fut brisée par l'arrivée de la réservation de 20 heures, celle que tout le personnel redoutait, les Pelletier. Robert Pelletier était un magnate de l'immobilier local, un homme qui construisait des tours de verre et démolissait l'histoire. Il se déplaçait avec la certitude inébranlable de quelqu'un qui croyait que le monde était sa salle de conseil personnel. Avec lui se trouvait sa femme, une femme parée de diamants qui semblait l'alourdir, et son fils Étienne, un adolescent avec l'arrogance de son père, mais sans son raffinement. Étienne était avachi sur sa chaise, les pouces volant sur l'écran de son téléphone, dégageant une suffisance ennuyée qui agaçait Zoé. Ils étaient assis dans sa section, bien sûr. Nous commencerons par une bouteille du Château Margaux, annonça Robert Pelletier sans regarder le menu, sa voix, un boom de baryton conçu pour commander l'attention. Il recevait 2 autres hommes, des investisseurs potentiels, à en juger par leurs costumes chers mais mal ajustés. C'était un dîner d'affaires. L'esprit de Zoé s'emballa. Le Margaux coûtait 900 € la bouteille. Un pourboire de 20% sur cette seule bouteille couvrirait le nébuliseur de sa mère 3 fois. Une lueur de soulagement, si puissante qu'elle en était presque douloureuse, la traversa. « Bien sûr, monsieur, dit-elle, son sourire professionnel se mettant en place. Un excellent choix. » Elle revint avec la bouteille et les verres appropriés, sa main stable malgré le tremblement dans son âme. Elle présenta la bouteille à Robert, qui hocha la tête d'un air distrait. Alors qu'elle se préparait à l'ouvrir, Étienne leva enfin les yeux de son téléphone. « J'en prendrai un verre, dit-il, non pas comme une demande, mais comme une affirmation. » Zoé s'arrêta, le tire-bouchon à mi-chemin de la capsule. Elle jeta un coup d'œil au garçon. Il avait un air suffisant et satisfait, un air qu'elle avait vu 1000 fois sur des garçons à qui on n'avait jamais dit non. Il ne pouvait pas avoir plus de 17 ans. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix polie mais ferme. Je vais devoir voir une pièce d'identité. » Le silence s'abattit sur la table. Les investisseurs se tortillèrent mal à l'aise. Le visage de Robert Pelletier, qui avait été un masque de jovialité commerciale, commença à se durcir. « Pardon ?» dit-il, sa voix dangereusement basse.
C'est la loi, monsieur, répondit Zoé, gardant son regard droit. Je peux sentir les yeux de l'homme en costume gris de l'autre côté de la salle, un observateur silencieux et illisible du drame qui se déroulait. Je ne peux pas servir d'alcool à quiconque semble avoir moins de 30 ans sans une pièce d'identité valide. Étienne ricana, un rire court et sec. Vous êtes sérieuse? Vous pensez que j'ai moins de 30 ans? Waouh, merci. Il se tourna vers son père. Papa, tu peux croire ça? Robert Pelletier se pencha en avant, sa grande silhouette jetant une ombre sur la table. Il fixa Zoé avec un regard qui avait probablement fait trembler des directeurs d'entreprise. Mon fils est avec moi, dit-il, articulant chaque mot comme s'il parlait à un enfant. Il va prendre un verre de vin. Ce n'est pas une demande. Maintenant, ouvrez cette bouteille. Le cœur de Zoé martelait contre ses côtes. Elle pouvait sentir les 300 €, le nébuliseur, le souffle même dans les poumons de sa mère, tout cela lui échappait. Chaque instinct lui hurlait de simplement verser ce fichu vin, de sourire, de s'excuser et de récupérer le généreux pourboire qui résoudrait son problème immédiat. Son directeur, M. Lambert, voudrait qu'elle le fasse. Les investisseurs voulaient qu'elle le fasse. Son propre désespoir voulait qu'elle le fasse. Mais alors, un souvenir refit surface. Sa meilleure amie du lycée, Sophie, dont la vie avait été fauchée par un conducteur ivre, un jeune de 17 ans qui avait été servi dans un restaurant chic comme celui-ci. La loi n'était pas juste une règle. C'était un bouclier forgé dans la tragédie. Elle prit une profonde et lente inspiration. « Monsieur, je comprends qu'il est avec vous, mais la loi et la politique de responsabilité du restaurant sont très claires. Sans preuve de son âge, je ne peux pas le servir. » La couleur quitta le visage de Robert Pelletier, remplacé par un rouge marbré et furieux. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» Et de l'autre côté de la salle, l'homme en costume gris, Adrien Delacroix, prit une lente et délibérée gorgée de son eau, son regard ne quittant jamais la serveuse qui était sur le point de prendre la décision la plus coûteuse et la plus précieuse de sa vie. Le silence qui s'abattit sur la table des Pelletier était lourd et suffocant. C'était le genre de silence qui précède une explosion. Les deux investisseurs fixaient intensément leur verre d'eau, souhaitant être n'importe où ailleurs. Madame Pelletier tripotait son bracelet en diamant, son visage un masque d'anxiété mortifiée. Seul Étienne semblait apprécier le spectacle, un sourire narquois jouant sur ses lèvres alors qu'il observait Zoé, anticipant clairement son humiliation publique. Robert Pelletier posa ses mains à plat sur la table, ses jointures blanches. « Laissez-moi être parfaitement clair, » dit-il, sa voix tombant dans un grognement menaçant. « Vous êtes une serveuse. Votre travail est de nous apporter ce que nous commandons. Mon fils a commandé du vin. Vous lui apporterez du vin. » La formation de Zoé prit le dessus, un bouclier de courtoisie bien rodé contre sa force brute. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mon travail consiste également à faire respecter la loi et à protéger la licence de vente d'alcool de l'établissement. Je pourrais être condamné à une amende, le restaurant pourrait être fermé. Je pourrais même faire de la prison. Je couvrirai votre amende, » tonna Pelletier, frappant la table avec la paume de sa main, faisant sauter l'argenterie. « J'achèterai ce restaurant maudit et le transformerai en parking s'il le faut. Comprenez-vous la pure insignifiance de votre position en ce moment? » L'accusation d'insignifiance la toucha au vif. C'était ce que le monde lui disait chaque jour. Des factures insignifiantes, des soucis insignifiants, une vie insignifiante passée à servir des gens importants. Mais à cet instant, sa décision semblait tout sauf insignifiante. Elle semblait être la seule chose qui comptait au monde. Il ne s'agit pas de l'argent, monsieur. Il s'agit de la loi. La loi. Pelletier laissa échapper un rire méprisant. N'osez pas me faire la morale sur la loi, petite. Allez chercher votre directeur, maintenant. C'était le moment qu'elle redoutait. Monsieur Lambert était un homme dont la colonne vertébrale était faite de gelée. Il valorisait le profit plus que les principes et craignait les clients puissants plus qu'il ne craignait la commission des alcools. Zoé hocha légèrement la tête. « Bien sûr, monsieur. » Elle s'éloigna de la table, ses jambes semblant instables. Elle pouvait sentir tous les yeux du restaurant sur son dos. Elle vit la pitié dans les yeux des autres serveurs, la frustration sur le visage du barman qui savait ce qui allait arriver. En passant devant la table de l'homme silencieux, son regard croisa le sien une fraction de seconde. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement une intense curiosité analytique. C'était étrangement fortifiant. Elle trouva M. Lambert près des portes de la cuisine, se tordant les mains. Il avait tout vu. « Zoé, qu'est-ce que vous faites » siffla-t-il, le visage pâle. « C'est Robert Pelletier. Il maintient cet endroit à flot pendant l'hiver. Servez juste le vin aux gamins. Prenez la carte d'identité de son cousin plus âgé si vous devez le faire. Faites simplement en sorte que ça disparaisse. Il a l'air d'avoir 17 ans,
Monsieur Lambert. Et il les a. Son 18e anniversaire a fait la une du journal économique local le mois dernier. Ma mère me l'a fait remarquer. Il est mineur. Je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. S'emporta Lambert, sa panique se transformant en colère. Savez-vous à quel point vous causez des problèmes? Ce n'est pas un bar de quartier, Zoé. Il s'agit de discrétion, de finesse. Il s'agit d'un délit de première classe, répliqua Zoé, sa voix basse mais inébranlable. Je ne risquerai pas mon avenir pour un verre de Bordeaux. Le visage de Lambert se durcit. Alors vous n'aurez peut-être pas d'avenir ici. Il ajusta sa cravate et se dirigea vers la table des pelletiers, Zoé le suivant impuissante. Elle ressentit un profond sentiment de solitude, comme si elle se tenait au bord d'une falaise sans personne pour la retenir. Robert, mes plus plates excuses pour ce malentendu, commença Lambert, sa voix suintant un charme sycophante qui donna la nausée à Zoé. Une nouvelle employée, un peu trop zélée avec le règlement. Permettez-moi de m'en occuper. La bouteille est offerte par la maison, bien sûr. Il se tourna vers Zoé, ses yeux froids et durs. Mademoiselle Bernard, servez le fils de Monsieur Pelletier. C'était un ordre direct, une dernière chance. Tout le restaurant semblait retenir son souffle. Zoé regarda le visage désespéré de Lambert, puis le rictus triomphant de Pelletier. Elle vit Étienne lever son verre vide avec une fioriture, un roi attendant son tribut. Et elle vit la montagne des factures médicales de sa mère, le poids écrasant de ses responsabilités. Il suffirait d'un simple geste. Incliner la bouteille, verser le vin et repartir avec son emploi intact et un pourboire qui résoudrait tout. Mais l'image des funérailles de son amie, Sophie lui revint en mémoire, vive et douloureuse. Les sanglots silencieux de ses parents, l'absurdité de tout cela. Certaines lignes, réalisa-t-elle, ne pouvaient être franchies. Elle reposa la bouteille de Château Margaux non ouverte sur le plateau d'argent. « Non, monsieur Lambert, dit-elle, sa voix claire et stable, résonnant d'une finalité qui la surprit elle-même. Je ne le ferai pas. » Le visage de Robert Pelletier se tordit en un masque de pure rage. « Alors vous êtes viré, cracha-t-il en la pointant d'un doigt tremblant. Lambert n'hésita même pas. Il se tourna vers Zoé, son expression un mélange de fureur et de soulagement. « Il a raison. Vous êtes viré. Prenez vos affaires et sortez d'ici, maintenant. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Viré. Comme ça. L'humiliation l'envahit, chaude et piquante. Elle pouvait entendre quelques chuchotements épars, le cliquetis d'une fourchette contre une assiette, alors que quelqu'un essayait de prétendre n'avoir pas vu une femme se faire dépouiller de son gagne-pain. Étienne rit, un son suffisant et victorieux. Pas de chance, dit-il, sans même essayer de cacher sa joie. Zoé resta figée un instant, le poids du plateau dans sa main, la seule chose qui l'ancrait. Elle regarda les visages autour de la table, le fils suffisant, le père enragé, le directeur sans colonne vertébrale, et ressentit une surprenante absence de regret. Elle avait perdu son emploi. Mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers le vestiaire du personnel, la tête haute. Elle était tellement concentrée sur le maintien de son sang-froid qu'elle ne vit pas l'homme silencieux en costume gris placer quelques billets de 100 € sur sa table, se lever et commencer à la suivre. Le vestiaire était un espace exigu et sans fenêtre qui sentait l'eau de javel et la friture. Il avait toujours ressemblé à une cage, mais maintenant il ressemblait à une tombe. Les mains de Zoé tremblaient alors qu'elle sortait son manteau usé de son casier. Son sac à main, contenant un total de 17 € et un carnet de tickets de bus, semblait incroyablement léger. Ses collègues entraient et sortaient, offrant des mots de soutien silencieux et fugaces. C'était courageux, Zoé. Pelletier est un con. Est-ce que ça va aller? Mais leur sympathie était teintée de peur. Ils avaient des familles à nourrir, des loyers à payer. Ils avaient tous vu ce qui arrivait quand on tenait tête au pouvoir. Ça vous valait un aller simple pour la rue par un froid samedi soir. Monsieur Lambert apparut à l'embrasure de la porte, le visage marqué d'une sorte de finalité sinistre. Il lui tendit une fine enveloppe. Votre dernier salaire. Nous avons déduit le coût de l'uniforme. Zoé la prit sans un mot. L'injustice de la chose, déduire le coût d'un uniforme qu'elle était obligée de porter tout en étant renvoyée pour avoir respecté la loi, était une amertume qu'elle n'avait pas l'énergie de goûter. Bonne chance, Zoé, dit-il, les mots sonnant creux et récités. Il ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Elle le bouscula et sortit par la porte de derrière, dans l'air glacial de novembre. La ruelle était sombre et sentait la bière éventée et les ordures. Les bruits du restaurant, les rires, la musique, le cliquetis de la vie qui continuait sans elle, s'estompèrent derrière elle alors qu'elle marchait vers la rue. Le trajet jusqu'à la maison fut un flou de lampadaires et d'ombres. Chaque pas faisait écho au seul mot qui martelait dans sa tête. Viré.
Virée. Virée. Comment allait-elle le dire à sa mère? Comment allait-elle affronter Pénélope? Les 300 € pour le nébuliseur semblaient maintenant un sommet insurmontable sur une chaîne de montagnes de dettes. Elle avait choisi son intégrité, et le prix était la santé de sa mère. Cette pensée était un éclat de glace dans son ventre. Les larmes qu'elle avait refusé de verser dans le restaurant coulaient maintenant sur ses joues froides. Elle ne pleurait pas d'humiliation, mais d'un désespoir profond et terrifiant. Elle avait fait ce qu'il fallait, la seule chose juste à faire, et sa récompense était d'être jetée dans le froid, sans emploi et sans espoir. Une berline noire et élégante, une Genesis G90, s'arrêta à côté d'elle en ronronnant. Ses vitres teintées étaient si sombres qu'elle lui renvoyait son propre visage strié de larmes. Zoé se crispa, resserrant son manteau. Ce n'était pas un quartier où des voitures comme celle-là s'arrêtaient pour des conversations amicales. La vitre arrière descendit avec un bourdonnement silencieux. À l'intérieur se trouvait l'homme silencieux du restaurant, l'observateur au simple costume gris. De près, les rides sur son visage étaient plus profondes, gravées par le temps et une lassitude que son calme apparent ne pouvait tout à fait cacher. « Mademoiselle Bernard », dit-il, sa voix égale et calme, un contraste saisissant avec le tumulte en elle. « Je m'appelle Adrien Delacroix. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Puis-je vous raccompagner? Il fait froid pour marcher ce soir. » Zoé le dévisagea, méfiante. « Ça va, merci. » Elle se remit à marcher, son rythme s'accélérant. Il ne fallait pas faire confiance aux hommes riches dans des voitures chères. Il n'était qu'une autre espèce de Robert Pelletier. La voiture la suivit sans effort. « S'il vous plaît, dit-il, avec une note de sincérité dans sa voix qui la fit s'arrêter. Je vous assure que mes intentions sont honorables. Ce que vous avez fait tout à l'heure. C'était remarquable. Remarquable. » Elle venait d'être renvoyée de la manière la plus publique possible. Elle se sentait stupide et brisée. Pas remarquable. Pourtant, quelque chose dans son regard stable lui disait qu'il n'était pas une menace. La curiosité et l'épuisement total de sa situation l'emportèrent. Elle était trop fatiguée pour continuer à marcher, trop brisée pour se soucier du risque. Elle s'arrêta et hocha la tête d'un air absent. La portière s'ouvrit d'un clic. Zoé se glissa sur la banquette arrière, s'enfonçant dans un cuir moelleux qui sentait la richesse et une légère et propre odeur de cèdre. L'intérieur était silencieux, l'isolant du bruit de la ville et du chaos de sa propre vie. C'était comme entrer dans un autre monde. La voiture quitta le trottoir, glissant doucement dans la nuit. « Où habitez-vous, mademoiselle Bernard ?» demanda doucement Delacroix. Elle lui donna l'adresse de son petit appartement, un endroit qui semblait soudain à 1 million de kilomètres. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Zoé regardait par la fenêtre, observant les blocs d'immeubles familiers et en difficulté défiler depuis un perchoir inconnu et luxueux. « Je ne suis pas un monstre, mademoiselle Bernard, » dit finalement Delacroix, brisant le silence. « Je ne suis pas Robert Pelletier. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous êtes assis dans une voiture qui coûte probablement plus cher que les soins médicaux de ma mère pour la prochaine décennie. Pardonnez-moi si je ne vois pas une énorme différence. » Les mots étaient plus vifs qu'elle ne l'avait prévu, nés d'une douleur brute. Au lieu de s'offusquer, Delacroix hocha simplement la tête. C'est un argument juste. Les apparences peuvent être trompeuses, et parfois elles sont brutalement honnêtes. Il se tourna pour lui faire face plus complètement, ses yeux bleus contenant une profonde tristesse qu'elle n'avait pas vue dans le restaurant. « La raison pour laquelle j'ai été si impressionné par vos actions ce soir, commença-t-il, la voix basse, c'est parce qu'il y a 18 ans, mon propre fils, Daniel, a été tué par un conducteur ivre. Le conducteur était un garçon de 16 ans. Lui et ses amis avaient été servis dans un restaurant, pas très différent de la Cuillère Dorée, par un serveur qui avait peur de perdre un gros pourboire d'un père riche. La confession flotta dans l'air, lourde et absolue. Les propres problèmes de Zoé, sa propre douleur, semblèrent soudain petits et égoïstes. Le principe qu'elle avait défendu n'était plus abstrait. Il avait un nom, Daniel. Le serveur qui a servi ce garçon, continua Delacroix, sa voix épaisse d'un chagrin que le temps n'avait manifestement pas effacé, a fait un choix. Il a choisi un pourboire de 50 € plutôt que la loi, plutôt que sa conscience. Et à cause de ce choix, mon fils n'a jamais pu obtenir son diplôme universitaire. Il n'a jamais pu se marier. Je n'ai jamais pu rencontrer mes petits-enfants. Zoé ne pouvait que le regarder, son cœur se serrant pour cet étranger, cet homme qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait supposé. Vous, mademoiselle Bernard, vous avez été confrontée à un choix similaire ce soir. Vous avez été menacée, rabaissée, et vous avez perdu votre emploi. Mais vous n'avez pas cédé. Vous avez choisi le principe plutôt que le profit. Vous avez choisi la loi plutôt que les exigences d'un tyran. Dans un monde plein de gens qui plient, vous êtes resté ferme.
Ce n'est pas une chose insignifiante. En fait, je crois que c'est la chose la plus importante au monde. Il se pencha en avant, son expression sérieuse. C'est pourquoi je ne vous offre pas seulement un retour à la maison. Je vous offre un emploi, ou plutôt une opportunité. La voiture ralentit, s'arrêtant devant son immeuble délabré. Le contraste entre le véhicule rutilant et la façade en briques en ruine était saisissant. Une opportunité, murmura Zoé, le mot semblant étranger sur sa langue. Je dirige une entreprise, les Industries de la Croix, dit-il, une déclaration d'une telle modestie qu'elle en était presque comique. Les Industries de la Croix n'étaient pas juste une entreprise. C'était un empire. Mais ma vraie passion est la fondation de ma famille, la Fondation mémoriale Daniel Delacroix. Nous finançons des initiatives axées sur l'orientation des jeunes, l'éducation et la prise de décision responsable. Nous cherchons un nouveau chef de projet pour nos subventions de proximité communautaire. Il lui tendit une carte de visite simple et élégante. Le nom Adrien Delacroix était embossé à l'encre noire unie, suivi de président. Ce ne sera pas facile, dit-il. Le monde des organisations à but non lucratif peut être aussi impitoyable que n'importe quelle salle de conseil. Mais cela requiert quelque chose qui ne s'apprend pas en école de commerce. Cela requiert de l'intégrité. Cela requiert la capacité de voir une personne dans le besoin et pas seulement une ligne sur un budget. Cela requiert la force de dire non quand c'est la bonne chose à faire, peu importe la pression. Il la regarda, son regard inébranlable. « Je crois que vous avez cette force, mademoiselle Bernard. Le poste offre un salaire qui couvrira largement les besoins médicaux de votre mère. La décision vous appartient. Mon assistante vous appellera lundi pour organiser un entretien si vous êtes intéressé. » Zoé baissa les yeux sur la carte dans sa main, puis regarda l'homme qui venait de faire basculer son monde. Il ne lui offrait pas seulement un emploi. Il lui offrait une validation du choix même qu'il avait laissé démuni quelques instants plus tôt. C'était surréaliste, impossible. « Pourquoi moi » réussit-elle finalement à demander. « Vous ne savez rien de moi. » Adrien Delacroix esquissa le premier soupçon de sourire qu'elle avait vu de toute la soirée. « Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Je vous ai vu choisir le caractère plutôt que le confort. Le reste n'est que détail. » Sur ce, son chauffeur lui ouvrait la portière. Elle sortit, de retour dans la nuit froide, serrant la carte de visite comme si c'était un ticket de loterie gagnant. La berline noire s'éloigna aussi silencieusement qu'elle était arrivée, laissant Zoé debout sur le trottoir, la regardant s'éloigner, le monde n'ayant plus aucun sens. Le lundi matin arriva avec une énergie électrique et nerveuse. Zoé n'avait pas dormi depuis 2 jours, rejouant les événements de samedi soir encore et encore dans son esprit. L'humiliation d'être renvoyée, le désespoir de son retour à la maison, et l'offre stupéfiante, incroyable d'Adrien Delacroix. Tout cela ressemblait à un rêve fiévreux. La simple carte de visite reposait sur sa table de nuit, une preuve tangible que c'était réel. Elle avait raconté à sa mère et à Pénélope une version édulcorée de l'histoire, qu'elle avait quitté son emploi suite à un désaccord et qu'elle avait un entretien prometteur. Elle ne pouvait pas se résoudre à admettre qu'elle avait été renvoyée, ni expliquer les circonstances surréalistes de sa nouvelle opportunité. L'espoir était une chose fragile dans leur foyer, et elle ne voulait pas leur donner un espoir qui pourrait être anéanti. À 9 heures précises, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant était un numéro privé. « Est-ce que je parle bien à Zoé Bernard ?» demanda une voix vive et professionnelle. « Oui, c'est elle. Bonjour. Je m'appelle Geneviève. Je suis l'assistante de direction de Monsieur Delacroix. Il m'a demandé de fixer un rendez-vous avec vous pour cet après-midi à 14 heures. Une voiture vous attendra à votre adresse à 13h30. Est-ce que cela vous convient ?» Le cœur de Zoé battait la chamade. « Oui. Oui, c'est parfait. Merveilleux. Veuillez apporter une copie de votre CV, bien que Monsieur Delacroix ait noté que c'est surtout une formalité. Nous vous verrons alors. » La ligne se coupa. « Un CV ?» Zoé regarda le document sur l'écran de son ordinateur portable. C'était un patchwork d'emplois dans le secteur des services. Serveuse, barista, caissière, promeneuse de chiens. La seule réalisation notable était un DUG en lettres obtenu dans une petite université qu'elle avait dû abandonner pour s'occuper de sa mère à plein temps. Il avait l'air pathétique, totalement inadéquat pour un poste de chef de projet dans une grande fondation. Elle sentit une vague de panique. C'était une erreur. Elle était une imposture. Elle était une serveuse, pas une cadre. Mais elle se souvint des mots de Delacroix. « Je vous ai vu choisir le caractère plutôt que le confort. Le reste n'est que détail. » Elle s'accrocha à cela en enfilant sa seule bonne tenue d'entretien, un simple blazer noir et un pantalon qu'elle avait acheté dans une friperie des années auparavant. À 13h30, une autre berline noire, identique à la première,
attendait devant son immeuble. Le trajet vers le centre-ville fut un voyage dans une autre dimension. Les briques en ruine et les murs couverts de graffitis de son quartier firent place à des tours de verre et d'acier vertigineuses. La voiture entra dans un garage souterrain privé sous un gratte-ciel qui portait le seul mot discret de la Croix. L'ascenseur monta si doucement et silencieusement qu'elle eut l'impression de flotter. Geneviève l'accueillit au dernier étage. C'était une femme d'une cinquantaine d'années avec un carré gris impeccable et un air de compétence, tranquille qui pouvait commander des armées. Le bureau était un chef-d'œuvre de luxe discret, bois chaleureux, art moderne et une vue panoramique sur la ville qui donnait le vertige à Zoé. Le bureau d'Adrien Delacroix était encore plus impressionnant, mais profondément personnel. Un mur était entièrement constitué de bibliothèques. Un autre était couvert de plans d'architectes. Mais derrière son grand bureau en acajou, il n'y avait qu'une seule photo, un portrait encadré d'un jeune homme souriant avec les yeux bleus de son père. Daniel. Mademoiselle Bernard. Zoé, merci d'être venue, dit Delacroix en se levant de son bureau pour lui serrer la main. Sa poignée était ferme et son sourire sincère. Il n'était pas en costume, mais en pull en cachemire confortable et en pantalon. Je vous en prie, asseyez-vous. Il ne s'assit pas derrière son bureau, mais dans un fauteuil en face d'elle, créant une atmosphère de conversation, pas d'interrogatoire. Je ne vais pas vous interroger sur votre plan quinquennal ou votre plus grande faiblesse, commença-t-il. Comme je l'ai dit, j'ai déjà vu votre force. Ce dont je veux parler, c'est du travail. La Fondation Mémorial Daniel Delacroix a un budget de subvention annuel de 50 millions d'euros. Nous le distribuons à des dizaines d'organisations communautaires plus petites. Votre travail, si vous l'acceptez, serait de gérer un portefeuille de ces subventions. Vous vérifieriez les candidatures, visiteriez les sites, rencontreriez les gens sur le terrain et recommanderiez comment nous pouvons allouer au mieux nos ressources pour faire une réelle différence. Il fit glisser un épais classeur sur la table basse. Voici notre portefeuille actuel pour l'initiative pour l'intégrité de la jeunesse. C'est ce que vous superviseriez. Zoé l'ouvrit. Il était rempli d'états financiers, de déclarations de mission et de rapports d'impact d'associations caritatives dont elle n'avait jamais entendu parler. Programmes périscolaires dans les quartiers défavorisés, programmes de mentorat pour les adolescents à risque, bourses d'études pour les étudiants de première génération. C'est beaucoup, balbutia-t-elle, se sentant complètement dépassée. Ça l'est, acquiesça-t-il. Et certaines de ces organisations sont dirigées par des gens avec des MBA et des doctorats qui peuvent écrire une proposition de subvention impeccable. D'autres sont dirigées par des individus passionnés qui savent à peine utiliser un tableur, mais qui changent des vies chaque jour. Le défi est d'apprendre à voir la différence entre une bonne proposition et un bon programme. Cela demande de l'intuition, de l'empathie et la capacité de voir à travers les présentations habiles pour atteindre la vérité, un peu comme voir à travers le bluff d'un homme comme Robert Pelletier. La mention de ce nom ramena la réalité de la situation au premier plan. Zoé dit, sa voix à peine un murmure, « Je dois être honnête. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Mon CV est… Eh bien, ce n'est pas ça. J'ai peur de vous décevoir. » De le décevoir, lui, dit-elle en désignant la photo de Daniel. L'expression de Delacroix s'adoucit. Mon fils Daniel n'était pas un homme d'affaires. Il étudiait pour devenir travailleur social. Il croyait aux gens, pas au pédigré. Il me disait souvent, « Papa, on ne peut pas mesurer la valeur d'une personne à son CV. On la mesure à ses choix. » Vous, Zoé, vous avez prouvé votre valeur. Je peux vous apprendre à lire un bilan. Je ne peux pas vous apprendre à avoir une conscience. Il se pencha de nouveau en avant, sa voix sérieuse. Ce n'est pas de la charité, Zoé. Je ne vous fais pas l'aumône parce que j'ai eu pitié de vous. C'est un investissement. J'investis dans votre caractère. Je crois que vous avez une perspective qui est désespérément nécessaire dans un monde souvent déconnecté des réalités que vous avez vécues. Le salaire de départ est de 95 000 € par an, avec une couverture médicale et dentaire complète pour vous et vos dépendants, et une période d'essai de 4 semaines. À la fin des 4 semaines, nous déciderons tous les deux si cela convient. 95 000 €. Le nombre était si grand qu'il ne semblait pas réel. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais osé en rêver. Ce n'était pas seulement un nébuliseur. C'étaient les meilleurs médecins. Ce n'était pas seulement payer le loyer. C'était un nouvel appartement dans un quartier plus sûr. C'était un avenir. Un avenir qu'elle pouvait offrir à sa mère et à Pénélope. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. « J'accepte, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne vous décevrai pas, monsieur Delacroix. Je sais que vous ne le ferez pas, » dit-il. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Adrien. » Alors que Zoé sortait de la tour Delacroix cet après-midi-là, le contrat signé et scellé dans son sac, elle sentit un profond changement en elle.
Le poids du désespoir avait été levé, remplacé par une nouvelle sorte de pression. La pression d'être digne de la confiance qui lui avait été accordée. C'était un poids lourd, mais contrairement à celui qu'elle avait porté auparavant, celui-ci lui donnait l'impression qu'il pourrait bien lui donner des ailes. La première semaine de Zoé à la fondation de la Croix fut une immersion vertigineuse dans un monde dont elle ignorait l'existence. Son bureau, plus petit que celui d'Adrien, mais toujours vaste selon ses critères, avait une fenêtre qui donnait sur la ville depuis le 40e étage. Au lieu d'équilibrer des plateaux, elle équilibrait des feuilles de calcul. Au lieu de prendre des commandes, elle analysait des propositions. La courbe d'apprentissage était plus raide qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Des acronymes comme RSI, retour sur investissement, et ICP, indicateur clé de performance, fusaient dans les réunions, la laissant se sentir comme une immigrante dans un nouveau pays, luttant avec la langue. Elle passait ses soirées dans son petit appartement, bien après que sa mère et Pénélope se soient endormies, à potasser des livres sur la gestion des organisations à but non lucratif et le contrôle financier qu'Adrien lui avait donné, son esprit bourdonnant de nouvelles informations. Cependant, ce qui lui manquait en éducation formelle, elle le compensait par une éthique de travail acharnée et une perspective unique. Quand elle lisait une proposition d'un centre communautaire demandant des fonds pour une nouvelle camionnette, elle ne voyait pas seulement la ligne budgétaire. Elle voyait les enfants qui ne pouvaient pas assister au programme périscolaire parce que leurs parents travaillaient tard et n'avaient pas de moyens de transport. Elle voyait les personnes âgées qui ne pouvaient pas se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Elle comprenait l'impact réel d'une manière que certains de ses collègues plus diplômés ne comprenaient pas. Adrien était un mentor patient. Il la rencontrait 2 fois par semaine, non pas pour vérifier ses progrès, mais pour remettre en question sa pensée. Il contestait ses hypothèses, la forçant à défendre ses intuitions avec des données et de la logique. La compassion est le moteur, Zoé, lui dit-il lors d'une session. Mais la diligence, c'est le volant. Vous avez besoin des deux pour arriver à quelque chose de significatif. Lentement, sa confiance grandit. Elle commença à prendre la parole dans les réunions, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle réalisait que son expérience de vie n'était pas un handicap, mais un atout. Elle était la seule dans la pièce à savoir ce que c'était que de choisir entre acheter des provisions et payer une ordonnance. Pendant ce temps, les répercussions de ce samedi soir à la Cuillère Dorée se propageaient de manière que Zoé n'aurait pas pu prédire. L'histoire du puissant promoteur immobilier Robert Pelletier faisant renvoyer une serveuse pour avoir refusé de servir son fils mineur était devenue un petit scandale local. Un dîneur anonyme, Zoé soupçonnait l'un des investisseurs mal à l'aise, avait posté une critique virulente en ligne détaillant tout l'incident. L'histoire fut reprise par un blogueur de la ville et bientôt, la réputation de la Cuillère Dorée plongea. Les réservations furent annulées. Les habitués restèrent à l'écart, ne voulant pas être associés au genre d'arrogance que les Pelletier représentaient. Monsieur Lambert, qui avait choisi le patronage d'un riche tyran plutôt que l'intégrité de son employé, faisait maintenant face à la ruine financière. Pour Robert Pelletier, les conséquences furent bien plus graves. L'incident au restaurant n'était pas une manifestation isolée d'arrogance. C'était le symptôme d'une pourriture plus profonde. Les 2 investisseurs qu'il avait tenté de courtiser ce soir-là furent discrètement dégoûtés par son comportement. Ils virent un homme imprudent, arrogant et doté d'un mauvais jugement. S'il se comportait ainsi en public pour un verre de vin, comment se comporterait-il avec des millions d'euros de leur argent? Ils se retirèrent de l'accord de développement lucratif qu'ils négociaient. Ce fut un coup catastrophique pour Pelletier. Comme Zoé l'apprendrait plus tard grâce aux rumeurs de bureau, son empire immobilier était un château de cartes construit sur une montagne de dettes et de prêts à effet de levier. L'accord avec les investisseurs devait être l'injection de liquidités qui empêcherait tout de s'effondrer. Sans cela, les créanciers commencèrent à appeler. Les banques devinrent nerveuses. Pelletier, aveuglé par la rage et convaincu que son malheur était en quelque sorte lié à l'homme silencieux qui avait été témoin de sa chute, commença à faire des gestes désespérés. Il découvrit qu'Adrien Delacroix avait été au restaurant ce soir-là et, dans sa paranoïa, il concocta une théorie selon laquelle Delacroix avait en quelque sorte tout orchestré pour saboter son accord. Il tenta de riposter. Il livra une histoire à un chroniqueur mondain sur les industries Delacroix, étant impliqué dans une prise de contrôle hostile d'une petite entreprise familiale. L'accusation était sans fondement et facilement réfutée, mais la tentative était un signe de l'effondrement de Pelletier. Adrien Delacroix, un homme qui valorisait la discrétion et la vie privée par-dessus tout, n'était pas habitué à de telles attaques publiques. Son équipe juridique répondit rapidement et de manière décisive, non pas avec un procès, mais avec une contre-enquête discrète et approfondie sur les propres affaires de Pelletier. Ils n'eurent pas à creuser profondément. Ils trouvèrent un schéma de négligence, de permis de construire douteux et d'entrepreneurs impayés. Robert Pelletier, l'homme qui se comportait comme un roi, était sur le point d'être démasqué comme un escroc. Un après-midi, Zoé examinait une demande de subvention d'un petit cabinet d'aide juridique sous-financé.
La mission du cabinet était d'aider les familles à faible revenu menacées d'expulsion. En lisant leur dossier, un nom familier lui sauta aux yeux. Propriété Pelletier. L'entreprise était tristement célèbre pour ses tactiques d'expulsion agressive, expulsant les familles des immeubles récemment achetés pour faire place à des appartements de luxe. Elle sentit un frisson. L'homme qui avait essayé de ruiner sa vie pour un verre de vin ruinait activement la vie de dizaines de familles. Elle apporta le dossier dans le bureau d'Adrien. « Je sais que c'est un conflit d'intérêts, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Mais ce cabinet, ils le combattent. Ils combattent Robert Pelletier. Ils ont besoin de cette subvention, Adrien. Ils sont la seule chose qui se dresse entre ces familles et la rue. » Adrien regarda le dossier, puis Zoé. Il vit le feu dans ses yeux, la passion qui venait d'un lieu de profonde compréhension personnelle. C'était la raison exacte pour laquelle il l'avait embauché. Un conflit d'intérêts, Zoé ? Dit-il, un rare et large sourire se dessinant sur son visage. Au contraire, je pense que c'est de la synergie. Il approuva la subvention sur le champ, doublant le montant demandé. La Fondation Mémoriale Daniel Delacroix était désormais officiellement engagée dans la lutte contre Robert Pelletier. La serveuse qui l'avait renvoyé finançait maintenant les avocats qui allaient aider à démanteler son empire en ruine. L'ironie était aussi profonde que satisfaisante. L'afflux de fonds de la Fondation Delacroix fut une bénédiction pour le cabinet d'aide juridique du quartier Ouest. Avec la subvention doublée, ils purent embaucher 2 assistants juridiques supplémentaires et dédier un avocat senior aux affaires des propriétés Pelletier. Ils déterrèrent un trésor de faux pas juridiques de la part de l'entreprise de Pelletier. Notification incorrecte, violation des droits des locataires, et même des documents frauduleux. Une action collective fut intentée au nom de dizaines de familles. Pour Zoé, le travail devint intensément personnel. Elle n'était plus seulement une chef de projet, elle était une militante. Elle passait ses week-ends au cabinet, non pas en tant que représentante de la fondation, mais comme bénévole, aidant les familles à remplir des papiers et écoutant leurs histoires. C'étaient les siens. Leur lutte était ses luttes. Elle voyait la peur de sa propre mère dans les yeux d'une femme âgée inquiète de perdre l'appartement où elle vivait depuis 40 ans. Elle voyait la résilience de sa propre sœur chez une jeune mère célibataire qui se battait pour garder un toit au-dessus de la tête de ses enfants. Ses rapports à Adrien devinrent plus que de simples résumés de distribution financière. Ils étaient des récits humains vivants sur l'impact du travail de la Fondation. Elle ne faisait pas que déplacer de l'argent, elle aidait à construire un bouclier pour les vulnérables. Adrien vit la transformation en elle. La serveuse fatiguée et anxieuse avait disparu, remplacée par une femme confiante et articulée qui parlait avec l'autorité d'un but. Après sa période d'essai de 4 semaines, il ne se contenta pas de rendre son poste permanent. Il la promut directrice des subventions communautaires, augmentant son salaire et ses responsabilités. Pour la première fois de sa vie, Zoé sentit que le sol sous ses pieds était solide. Elle installa sa mère et Pénélope dans un appartement lumineux et spacieux, dans un immeuble sûr avec un ascenseur. Elle engagea un spécialiste de premier plan pour gérer les soins de sa mère, et la santé de Brigitte commença à s'améliorer presque immédiatement. La toux persistante, qui avait été la bande sonore de l'anxiété de Zoé, commença à s'estomper. Alors que la vie de Zoé se stabilisait et s'épanouissait, celle de Robert Pelletier s'effondrait. L'action collective des locataires fut un désastre pour les relations publiques. La presse, sentant le sang, commença à fouiller dans ses autres affaires. L'enquête discrète de l'équipe de Delacroix avait découvert des preuves de corruption impliquant un conseiller municipal pour une modification de zonage. Lorsque l'information fut anonymement divulguée au bureau du procureur, une enquête pénale officielle fut lancée. Son empire, autrefois symbole de pouvoir, s'effrita avec une vitesse étonnante. Ses lignes de crédit furent gelées. Ses partenaires commerciaux l'abandonnèrent. Les tours de verre qu'il avait construites semblaient se moquer de lui, symbole d'une hauteur d'où il était maintenant en chute libre. Il fut contraint de déclarer faillite. Le manoir, les voitures de luxe, l'adhésion au club de golf, tout disparut. Un après-midi vif, Zoé quittait une réunion au cabinet d'aide juridique. En descendant les marches du palais de justice, elle vit une silhouette familière près d'un arrêt de bus. C'était Robert Pelletier. Il n'était plus en costume sur mesure, mais dans une veste de sport froissée qui semblait trop grande pour lui. Son visage était émacié, ses épaules affaissées. Le titan arrogant de l'industrie avait disparu, remplacé par un homme à l'air vaincu attendant un bus. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, une lueur de reconnaissance. Puis la confusion traversa son visage. Il vit une femme bien habillée et confiante qui lui semblait vaguement familière, mais il ne pouvait pas la situer. Il ne pouvait pas relier cette directrice posée à la serveuse insignifiante qu'il avait si facilement écartée. Zoé ressentit une vague d'émotion, la justification,
la pitié et un étrange sentiment de clôture. Elle avait toutes les raisons de le haïr, de jubiler. Mais en regardant l'homme brisé devant elle, elle ne ressentit rien de tel. Il n'était plus un monstre. Il était juste un homme qui avait fait tous les mauvais choix, qui avait construit sa vie sur une fondation de cupidité et de cruauté, et qui vivait maintenant dans les ruines. Elle lui fit simplement un petit signe de tête neutre et continua son chemin, le laissant à son sort. Son propre voyage était loin d'être terminé. Sa plus grande réussite arriva 1 mois plus tard. Après des semaines de recherche, elle avait identifié une petite organisation naissante appelée le Deuxième Souffle. Fondée par une ancienne infirmière, elle offrait un logement temporaire et une formation professionnelle aux familles confrontées à une crise médicale soudaine, des familles comme la sienne l'avaient été. Leur proposition de subvention était un désordre, pleine de passion mais manquant du vernis professionnel que la fondation exigeait habituellement. Le comité d'examen était sceptique. Les finances étaient fragiles, la direction inexpérimentée. Mais Zoé se battit pour eux. Dans une présentation à Adrien et au conseil d'administration, elle exposa non seulement les données, mais aussi le cœur de l'organisation. Elle raconta sa propre histoire, comment une urgence médicale, un emploi perdu, pouvait être le seul domino qui fasse tomber toute une famille. Elle affirma que c'était exactement le genre de programme de base à fort impact que la Fondation mémoriale Daniel Delacroix avait été créée pour soutenir. Son plaidoyer passionné et fondé sur des preuves les convainquit. Le Conseil approuva une subvention pluriannuelle à 7 chiffres pour le Deuxième Souffle, un investissement qui leur permettrait de développer leurs opérations et d'aider des centaines de familles par an. Ce soir-là, Adrien l'appela dans son bureau. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée et chaude sur la ville. « Daniel aurait adoré ce que tu as fait aujourd'hui », dit-il doucement en regardant la photo de son fils. « Il a toujours cru qu'il fallait parier sur les gens, pas seulement sur les plans. Tu t'es battu pour les opprimer. Tu as vu le potentiel là où d'autres voyaient le risque. » Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite photo encadrée. C'était une photo de lui et de Daniel lors d'une partie de pêche, tous deux riant. « J'honore la mémoire de mon fils depuis 18 ans, dit-il, la voix pleine d'émotion. Mais pour la première fois, grâce à toi, j'ai l'impression d'honorer vraiment sa mission. » À cet instant, Zoé comprit. On ne lui avait pas seulement donné un travail. On lui avait donné un but. Elle était l'instrument inattendu et improbable de l'amour d'un père pour son fils perdu, transformant son chagrin en une force pour le bien dans le monde. La balance de la justice, réalisa-t-elle, s'équilibre parfois de la manière la plus mystérieuse. Une année passa. Ce fut une année de profonde transformation, non seulement pour Zoé, mais pour tous ceux dont elle avait touché la vie. Le cabinet d'aide juridique du quartier ouest était devenu une force redoutable pour les droits des locataires. Le Deuxième Souffle était florissant, ouvrant un deuxième établissement et devenant un modèle pour les programmes de soutien en cas de crise dans la région. La santé de Brigitte était la meilleure qu'elle ait eue depuis une décennie, et Pénélope avait été acceptée dans l'université de son premier choix, ses frais de scolarité entièrement couverts par Zoé. Zoé elle-même n'était plus reconnaissable comme la serveuse anxieuse de la Cuillère Dorée. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, sa voix ayant du poids dans les salles de conseil et les centres communautaires. Elle avait trouvé sa vocation, non pas en servant de la nourriture, mais en servant les gens. Le bureau de son bureau contenait maintenant 2 photos. Une d'elle, de Pénélope et de leur mère souriante et en bonne santé, et une autre plus petite, la photo de Daniel Delacroix qu'Adrien lui avait donnée. C'était un rappel quotidien de l'héritage dont elle faisait maintenant partie. Un samedi d'automne vif, presque exactement 1 an jour pour jour après son renvoi, Zoé se retrouva à conduire dans son ancien quartier. Sur un coup de tête, elle s'arrêta devant la Cuillère Dorée. La dorure s'était écaillée d'une partie de l'enseigne, qui ne lisait plus que la cuillère. Les fenêtres étaient sales et une pancarte manuscrite « On cherche du personnel » était collée sur la porte. La curiosité l'emporta. Elle poussa la lourde porte et entra. Le changement était saisissant. Le restaurant autrefois animé était presque vide, avec seulement quelques tables occupées. Les nappes blanches avaient disparu, remplacées par des tables en bois nu. L'air de luxe anxieux avait été remplacé par un sentiment palpable de défaite. Monsieur Lambert était derrière le bar, polissant un verre d'un mouvement mécanique et apathique. Il avait l'air plus vieux, usé par le stress de maintenir une entreprise en faillite à flot. Il leva les yeux quand elle entra, et une lueur de reconnaissance traversa son visage, suivie de honte. « Zoé, » dit-il, sa voix un murmure rauque. « Bonjour, monsieur Lambert, » répondit-elle, son ton égal, sans la moindre trace de malice. « J'ai entendu dire que vous alliez bien, » balbutia-t-il en posant le verre. « Industrie Delacroix. C'est quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance, » dit-elle simplement. « Nous, non, » admit-il en désignant la salle vide. Après les Pelletier, la mauvaise presse.
Nous ne nous en sommes jamais remis. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû vous soutenir. Il baissa les yeux sur le bar, incapable de la regarder. J'ai été un lâche. Je suis désolé. Les excuses, un an trop tard, étaient toute la victoire dont Zoé avait besoin. Mais elle n'y trouva aucun plaisir. Elle ne voyait qu'un homme piégé par ses propres mauvais choix, tout comme Robert Pelletier l'avait été. Nous avons tous des choix à faire, monsieur Lambert, dit-elle. Elle s'assit à une petite table dans le coin, la même table où Adrien Delacroix s'était assis et l'avait regardé changer de vie. Une jeune serveuse, pas plus âgée que Zoé à l'époque, s'approcha d'elle nerveusement. « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît », dit Zoé avec un sourire chaleureux. Alors qu'elle était assise là, sirotant son eau, elle réfléchit au voyage incroyable et improbable de l'année écoulée. Tout avait commencé dans cette pièce, par un simple nom. Un seul mot né d'un principe et soutenu par une force tranquille qu'elle ne se connaissait pas. Ce seul mot avait fait tomber un empire, sauvé des maisons, construit un havre pour les familles en crise et donné à un père en deuil une nouvelle façon d'honorer son fils. Elle pensa à Adrien, à Robert Pelletier, à sa mère et à Daniel. Leur vie et la sienne étaient tout irrévocablement liées, une tapisserie complexe tissée d'un seul fil d'intégrité. Elle sortit un chéquier de son sac. Elle rédigea un chèque à l'ordre de la Cuillère Dorée pour 5 000 €. Sur la ligne de mémo, elle écrivit « Subvention anonyme pour les petites entreprises qui respectent les normes communautaires, de la part de la Fondation Mémoriale Daniel Delacroix. » Elle laissa le chèque sur la table, avec un billet de 100 €. Pour la jeune serveuse nerveuse. Elle ne voulait ni remerciement ni reconnaissance. Il ne s'agissait pas de charité ou de vengeance. Il s'agissait de boucler une boucle. Il s'agissait d'utiliser son nouveau pouvoir non pas pour punir le passé, mais pour investir dans un avenir meilleur, même pour ceux qui lui avaient fait du tort. En sortant du restaurant et en entrant dans la lumière vive de l'après-midi, Zoé Bernard ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait perdu un emploi, mais trouvé une mission. Elle avait affronté un tyran et découvert un bienfaiteur. Elle avait appris que la monnaie la plus précieuse au monde n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais le caractère. Et elle savait, avec une certitude qui la réchauffait jusqu'au plus profond de son âme, qu'elle était enfin vraiment riche. Alors, que pouvons-nous retenir de l'histoire de Zoé Bernard? C'est un puissant rappel que nos vies ne sont pas définies par les grands moments spectaculaires, mais par les petits choix tranquilles que nous faisons quand personne ne regarde, ou quand tout le monde regarde. Cela montre que l'intégrité n'est pas un luxe pour les privilégiés, mais une forme de force accessible à tous, une lumière qui peut briller le plus fort dans les moments les plus sombres. Le refus de Zoé de plier sous la pression n'a pas seulement sauvé son âme. Il a déclenché une cascade d'événements qui ont récompensé la vertu et corrigé l'injustice de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son histoire prouve qu'une seule personne qui reste ferme sur ses principes peut en effet changer le monde, ou du moins son petit coin de celui-ci. Si cette histoire de courage tranquille et de destinée inattendue a résonné en vous, aidez-nous à la partager avec d'autres. Aimez cette histoire. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et nous rappellent l'incroyable puissance de l'esprit humain. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de votre écoute.